et puis de la santé, bien sûr, de la joie, de la réussite et surtout de la paix. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. Sénateur représentant les Français établis hors de France, ça fait que ma circonscription, c'est le monde. Et en l'espace d'un peu plus de 4 ans, puisque j'ai été élu il y a 4 ans, en septembre 2014, j'ai traversé 80 pays et c'est mon 295e déplacement. Alors donc je dois commencer par m'excuser, puisque ça n'est que la 80e fois que je viens à la découverte d'Israël. Mais vous allez comprendre. Il se trouve que je fais partie de l'UDI, qui est un parti centriste, et que je suis le seul sénateur centriste donc, au Sénat, et que donc ma circonscription est le monde, je me partage le monde avec moi-même. Et il y a un seul député UDI des Français de l'étranger, c'est un certain Meir Habib. Et donc, vous comprenez bien que vous êtes assez bien servi en termes de représentation au niveau du Parlement, et c'est pour ça que je faisais confiance à Meir pour très bien s'occuper de vous. Mais ceci étant, pour moi, c'est la première occasion de venir ici en Israël. C'est assez frustrant comme mandat, parce que le bon côté, c'est qu'on voit des tas de Français aux 4 coins du monde qui vivent dans un pays différent, mais la grande problématique, c'est qu'on n'a jamais le temps de faire du tourisme. Et donc, je voulais être sûr de démarrer une année ici en Israël, comme ça je savais que je pourrais passer le réveillon ici et aller à la découverte du pays et découvrir Jérusalem. Sénateur, je suis à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Je suis aussi vice-président de la délégation aux entreprises. Parce qu'avant d'être un sénateur, je suis un entrepreneur. J'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans. J'ai passé le 2e baccalauréat informatique de l'histoire. J'ai commencé à travailler tout de suite et il se trouve qu'à 19 ans, j'ai dessiné le circuit imprimé de la tête du missile Exocet qui a été utilisé pendant la guerre des Maghrébins. Voilà, je sais que en sachant de servir d'un ordinateur à cette époque-là, ça avait un atout, c'était un atout, et donc j'ai créé ma société à l'âge de 20 ans, j'ai travaillé à peu près pour tous les grands systèmes d'armes, et par exemple, j'ai dessiné les commandes de vol du tout premier Rafale, donc l'électronique des commandes de vol. Donc voilà, j'ai travaillé pour pratiquement tous les grands noms, et puis je suis parti m'installer au Royaume-Uni pour pouvoir être compétitif. Et puis je suis parti dans l'Internet, j'ai investi, j'ai créé la première place de marché des composants électroniques. J'ai tout vendu en 2005, à l'âge de 43 ans, donc je pensais que c'était le bon moment pour prendre ma retraite. Et puis j'ai réinvesti, parce qu'à l'époque, j'avais dit à Valérie, ma compagne, que en fait, je voulais me consacrer à l'écriture. Et elle m'a dit, moi je ne vais pas te lire toute ma vie, il faudra trouver autre chose. Et donc on est rentré dans une librairie, et en Angleterre, il n'y avait que Tintin et Astérix. Je lui ai dit, regarde, pour les enfants, il n'y a rien qu'ils connaissent que ça, sinon c'est les super-héros américains ou les mangas japonais. Je lui ai dit, on pourrait faire la BD. Elle m'a dit, bah oui, très bonne idée. Je suis parti en Angoulême, j'ai commencé à acheter les droits, puis chasser le naturel, il revient au galop, hein, comme on dit. Un peu plus de 10 ans plus tard, on est les premiers acheteurs de droits de bande dessinée au monde. On a fait en 5 ans 3 fois plus de Lucky Luke en anglais que ce qu'ils avaient fait en 50 ans. Voilà, ça pour vous dire qu'on peut être en politique et avoir une vraie vie dans la vie privée. Et donc, comme sénateur, du coup, on arrive au Parlement dans un monde très différent, qui fonctionne avec des codes très différents. Mais quand on est en entreprise, on sait qu'on ne fait rien tout seul. On a cette humilité-là, c'est que tout ce que l'on fait, on le fait en équipe. On ne fait rien tout seul. Et donc, passé les premiers mois, on s'interroge sur est-ce qu'on vraiment on aura une utilité? Est-ce que être un bon parlementaire, c'est faire une saillie hydraulique dans l'hémicycle qui fera rire tout le monde? Mais qu'est-ce que ça apportera? Est-ce que c'est faire un bel amendement qui va même parfois être voté par votre assemblée, mais qui tombera dans l'autre assemblée, ou qui n'aura pas son décret d'application? C'est pas si facile que ça. Donc, j'en suis revenu au concept de projet. On a besoin, un entrepreneur a besoin de sentir
qu'il peut agir, qu'il peut être utile. Et donc, comment traverser le monde sans papillonner? Dans chaque pays, je repars d'un pays avec un objectif précis. Alors, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être par exemple la création d'une alliance française, comme ça a été le cas à Siem Reap au Cambodge, ou la volonté de créer une école française, la première école française à Podgorica, au Monténégro, ou un collège à Amsterdam. Mais ça peut être aussi aider le consulaire, la sécurité des Français. Dans certains pays, comme à Madagascar, j'en reviens, c'est de faire en sorte qu'on agisse pour aider à ce que l'environnement soit plus sécurisé. Ça peut être à Cuba. Nos Français retraités ne touchaient plus leur retraite parce que les banques françaises ne voulaient plus envoyer d'argent à Cuba pour ne pas être interdits ou recevoir d'amende des États-Unis. Donc trouver une banque qui ne fonctionne qu'en euros. Ça peut être le domaine économique, puisque je suis un chef d'entreprise, créer une chambre de commerce au Mozambique, la première chambre de commerce française au Mozambique en juin dernier. Voilà, dans tous les domaines, c'est des projets que chacun peut comprendre. On peut se retourner et se dire, voilà, on a été utile. Alors, pour Israël, c'est vrai que c'est ma première visite. C'est vrai qu'au Sénat, on m'a demandé de m'occuper de cybersécurité. Vous avez compris que j'avais une appétence dans le domaine. La sécurité, ce que je dis souvent, c'est dans le domaine du cyber, j'ai appris ça le premier jour. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand j'ai lancé ma place de marché au niveau mondial, on l'a lancé un vendredi, je m'en souviendrai toujours. Et le lundi, par le week-end, et le lundi matin, mon responsable du marketing vient me voir et me dit, écoute, on a eu des résultats fantastiques, on a eu un trafic extraordinaire, j'ai regardé les statistiques, ça a vraiment bien marché. Ah bon, formidable, génial. Et une demi-heure après, j'ai mon directeur technique qui arrive et il me fait « Olivier, on a eu un problème ce week-end. » Je t'explique. Dès samedi matin, il y a des gens, je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont rentrés sur notre serveur, ils ont déposé des films pornographiques et ça a téléchargé du film pornographique tout le week-end. Et donc, si vous voulez, la cyber, je comprends le côté de sécurité, parce qu'on m'avait dit « Tu mets le serveur chez nous, pas chez quelqu'un d'autre, tu le mets chez nous, comme ça il ne peut rien nous arriver. » Tu parles, ça commence bien. Et donc, vous vous rendez compte que vous êtes obligé. Donc, la sécurité, tout peut arriver, parce que vous avez face à vous des gens qui sont capables de tout faire, et surtout de créer des dommages, des troubles. Et on sait très bien que le prochain conflit international, au niveau vrai conflit, ça commencera par l'espace et par le cyber. Ce ne sera pas des avions qui seront envoyés, ce ne sera pas comme d'autres générations, des chevaux qui arriveront. On sait que ça commencera comme ça. Donc, quand on se bat pour la cyber, on se bat pour la protection de son pays, c'est fondamental. C'est un vrai sujet. Mais c'est vrai qu'on démarre l'année et en France, on l'a fini sur un moment un peu difficile, dont quelque chose qui m'a vraiment frappé quand Édouard Philippe nous a dit à la fin de l'année que l'année 2018, c'était 68% en plus d'actes antisémites en France enregistrés. Ça a été un vrai choc. Et bien souvent, c'est souvent lié à la bêtise, l'ignorance, la méchanceté pure et gratuite. Et je vais partager avec vous une histoire qui vous permettra de comprendre pourquoi c'est chez moi une priorité. Parce que un jour, quelqu'un est venu et m'a dit de toute façon, les Juifs, c'est des gens qui sont tous riches, ils sont tous banquiers. C'est injuste. Alors je lui ai dit, je vais vous raconter une histoire. Moi, quand je suis né, j'ai grandi au départ dans une famille, on était 4 dans un appartement de 32 mètres carrés. Et j'avais mon cousin, on était dans le 17e arrondissement à Paris, mon cousin, lui, il était près des Termes. Ils étaient 4, ils étaient un peu plus grands. Ils avaient 36 mètres carrés. Mais pour moi, c'était le luxe chez lui. Pourquoi c'était le luxe? Parce qu'à l'intérieur de l'appartement, les toilettes étaient séparées de la salle de bain. Ça, pour moi, c'était le sommet du luxe. Et dès l'âge de 3 ans, j'avais un copain à la maternelle, et c'est sa maman qui venait nous chercher. Je restais avec lui tous les soirs, jusqu'à ce que
ma mère, puisse venir nous chercher à la sortie du travail, me chercher. Et lui, je trouvais que quand même, il avait moins de chance que moi. Parce qu'ils avaient à peu près 32 mètres carrés. Il était 5. Mais lui, il avait moins de chance que moi. Parce que lui, il était obligé d'aller sur le palier pour aller aux toilettes. C'était pas dans l'appartement. Et tu vois, lui, eh ben lui, il était juif. Et moi, j'ai grandi avec lui. Donc, je ne peux pas te laisser parler comme ça. C'est une priorité de simplement apprendre aux gens, de leur enlever ces idées de la tête, mais simplement en leur partageant ce vécu. Voilà, je ne suis pas juif, mais j'ai grandi, et c'est vrai que j'explique parfois que je ne pourrai jamais être objectif sur cette question-là, parce que j'ai grandi avec mon copain, qui restera mon copain jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà pourquoi c'est une priorité. J'espère que ça va être aussi une priorité nationale, qu'on va tous s'y mettre pour qu'ensemble on fasse reculer ce qui est inacceptable. Merci à tous.